Mais dans votre conception d'intellectuel, on a tous les mêmes diplômes, on a ceci, on a cela, on doit pouvoir se parler et se comprendre. Non. Si je peux un peu rebondir sur ce qu'il a dit. Ça maintenant, et tonton Sango vient d'appuyer le sujet. Et malheureusement, moi je ne suis pas de cet avis parce que je dis qu'une personne, on ne peut pas définir une femme accomplie par le fait qu'elle soit mariée ou pas. Donc, alors que moi je suis une intellectuelle, j'ai mon paquet, mon background, j'ai accompli beaucoup de choses. Je ne suis pas obligée d'être mariée à quelqu'un pour qu'on m'accorde le respect d'être une dame. Ce n'est pas qu'à la femme de se protéger contre l'adultère. Ça va dans les deux sens. Il faut qu'on apprenne à nos garçons c'est quoi la valeur d'une femme. Il faut qu'on apprenne à nos garçons à se maîtriser. De la même manière où on éduque la femme à ne pas commettre l'adultère, ça doit aller dans le même sens pour le garçon. L'égalité homme-femme, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que je ne suis pas là-dedans. On ne pourra jamais être des égaux et clairement, il y aura toujours une différence entre nous. Je pense qu'on n'est pas prêts. Nous les hommes comme les femmes. Quand je dis ça, je vais tout simplement dire qu'en fait, il y a certaines bases qu'on doit avoir. On doit se développer spirituellement, mentalement et physiquement. Vous savez pourquoi? Parce que le mariage, c'est l'une des épreuves les plus dures de la vie d'un homme et d'une femme. Bonjour, monsieur le maire, bonsoir, monsieur le juge. Au Mali, les mariages sont célébrés en grande pompe, mais malheureusement, rares sont ceux-là qui durent plus d'1 an. Le taux de divorce est plus élevé que le taux de célébration. À quoi cela est dû? La cause de la hausse des divorces dans les nouvelles générations au Mali, c'est le thème de notre débat du jour. Bonjour et bienvenue dans EPJ Mbaro. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir des invités qui vont nous éclairer bien sûr sur les causes de ce phénomène. Il s'agit de Madame Meiga Adja Deynaba Diop, productrice de cinéma. Bonjour et bienvenue. Nous avons à ses côtés Monsieur Modibo Meiga, collaborateur d'avocat au cabinet DVC Avocat. GVC Avocat, d'accord. À ma gauche, nous avons Madame Kadiatou Ibrahima Meiga. Madame Meiga est chef d'entreprise. Et bien sûr, notre tonton national, comme j'aime bien le dire, tonton Dadjehama Sango, qui est tout le temps avec nous à EPJ Mbaro. Il est communicateur traditionnel. Merci d'avoir une fois de plus accepté de passer ce moment avec nous, tonton Sango. Merci. Bienvenue à tous et merci encore. Alors, je le disais tantôt, nous allons parler aujourd'hui du taux de divorce au Mali. Et pour ce faire, on va commencer par une question très simple. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de la tendance actuelle en matière de taux de divorce parmi les nouvelles générations au Mali? Monsieur Meiga, il est juriste, donc on va commencer naturellement par lui. C'est quoi les tendances? Alors, bonsoir à tous. Avant de rentrer dans le vif du débat et de répondre à votre question, j'aimerais faire une lecture juridique un peu de certains événements qui précèdent le divorce. Il faut savoir qu'avant le divorce, il y a fiançailles, il y a mariage, enfin il y a la dot, il y a mariage. Et j'aimerais donner des éclaircissements juridiques sur tout ça avant de revenir à votre question. Alors il faut savoir que d'abord le fiançailles, c'est un acte conventionnel entre un homme et une femme, avec l'accord de leurs parents qui se proposent mutuellement le mariage. Et toutefois, il est important de noter que la rupture brutale de ces fiançailles-là peut donner lieu à des dommages et intérêts pour le mari, ou si c'est la femme qui le fait. D'accord? Et la dot, il faut savoir que la dot est obligatoire, mais revêt un caractère symbolique et qu'elle ne peut en aucun cas excéder 15 000 francs CFA. C'est important de le dire. Il est également important de noter que la dot peut être remboursée si toutefois le mariage n'a pas été consommé du fait de la femme. Maintenant, revenons au mariage lui-même, qui est un événement, qui est un lien sacré. C'est ce qu'on nous disait dans nos sociétés traditionnelles, le mariage était une union sacrée. Mais juridiquement, notre code des personnes de la famille nous dit que le mariage est une convention, un acte public, convention entre un homme et une femme qui décide d'établir une union légale. D'accord? Dit ça, il faut également qu'on touche un peu au divorce. Le divorce, selon notre
code de personnel de la famille, on dit que c'est la dissolution du mariage. Le mariage ne peut être dissous que par deux options, soit le divorce, soit le décès de l'un des époux. Alors, pour votre question, la hausse du divorce dans notre génération, en fait, les causes sont multiples. Je vais commencer par... Alors, avant d'aller dans les causes, c'est vraiment de nous parler de la tendance actuelle. Alors, pour parler un peu chiffres, je pense qu'en 2020, nous étions à 140 000 divorces au Mali. 140 000 divorcés au Mali, en termes de chiffres. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais balancer de l'autre côté, mais avec Tonton Sango, je sais que je commence avec les hommes, mais c'est parce que le mariage, en fait, c'est un mariage qui est célébré soit de manière religieuse ou de manière civile. Vous êtes avocat, vous vous connaissez dans ce domaine-là, et j'imagine que Tonton Sango, en tant que communicateur traditionnel, peut également nous donner un peu les tendances, bien sûr, côté traditionnel. Tonton Sango. Sur le divorce? Oui, sur le divorce au Mali. Merci de cette opportunité que vous offrez pour parler des sujets d'actualité. J'avais indiqué précédemment que structurellement, les gens sont préparés à divorcer. Ils rentrent à la mairie pour célébrer le mariage. Ils sortent de la mairie, ils rentrent à la police pour faire des histoires. Et ils vont divorcer au palais de justice. Et les trois éléments sont dans le même bloc. Regardez un peu cette nomenclature à Bamako. C'est à peu près comme ça. Ce n'est pas exagéré de dire qu'il y a plus de divorces que de mariages. Et on a donné de nouvelles définitions où on veut reformuler le contenu du contrat du mariage pour le vider de son sens. Les gens se marient, même disons très peu, par rapport à certaines nouvelles pratiques qui sont en train de s'installer maintenant. Soit ils appellent des petits mariages Fouroudeni, où ils initient des contrats de mariage, où ils parlent de maman porteuse. En tout cas, un arsenal maléfique pour dévaloriser le mariage. Et la tendance est en hausse, qui correspond à une décrépitude de la société dans ses fondements, dans son ADN. Et c'est la conséquence de ça aussi. Merci beaucoup, Tonton Sango. Est-ce que Kadiatou a quelque chose à ajouter sur ce... Rapport à la tendance? Oui, par rapport à la tendance. Non, pas vraiment. D'accord. Et Madame Ega? Non plus. Ça va? Oui. D'accord. Alors, on va aller un peu dans le vif du sujet, donc les causes, comme on le disait tantôt. Et là, je voudrais savoir, on va commencer par vous, Madame Ega, quels sont les facteurs sociaux et culturels qui ont contribué à cette augmentation des divorces? Tout à l'heure, Tonton Sango et Monsieur Mega nous ont bien sûr expliqué comment ce taux est élevé à ce jour. Mais selon vous, c'est quoi les facteurs sociaux et culturels? Merci pour la question. En réalité, les gens ne sont pas préparés pour le mariage, ni la femme, ni l'homme. Et malheureusement, c'est quand on prévoit ou quand tu arrives à l'étape des fiançailles, en tant que femme, bien sûr, que les mamans commencent à te parler de tout ce qui est mariage, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est qu'en gros, tout ce qu'on te dit, c'est qu'il faut tout supporter sans pour autant t'expliquer qu'est-ce qu'il faut supporter réellement. Et en ce qui concerne les hommes, ils n'ont pas d'éducation pour le mariage. Rares sont quelques ethnies maintenant qui continuent à le faire. Il y a des Kassongé qui ont des Mayambara, hommes, qui préparent les hommes pour le mariage. Les Peuls en faisaient, les Soraï également. Mais maintenant, je ne sais pas trop comment ça marche, donc je ne veux pas trop m'aventurer là-dedans. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un manque de préparation. Et culturellement parlant, il faut comprendre qu'il y a une chose qui existait, que les gens ont commencé à laisser tomber, c'est vraiment ce mariage communautaire. Je ne suis pas pour, mais je me dis que c'est l'une des principales causes qui fait qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Parce que tu trouveras que dans une famille Soraï, par exemple, si tout ne se passe pas bien, il y a des gens qui peuvent vous appeler et vous dire les choses telles qu'elles sont sans aucune ambiguïté.
Or, si c'est un mariage où les familles sont différentes, il y a tantôt de l'intimidation, etc. C'est assez complexe et c'est l'une des causes également. Et autre chose, je pense qu'on nous met un petit peu trop de pression pour se marier alors que nous ne sommes pas prêts. Et pour les femmes et pour les hommes. Ce n'est pas parce que tu as une aisance financière qu'il faut te marier. Ce n'est pas parce que tu as atteint la puberté qu'il faut te marier. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle parce que le mariage précoce est l'une des principales causes de divorce également parce que les enfants ne sont pas préparés à ce mariage-là. Et autre chose, je pense qu'on met un petit peu trop de pression sur la femme par rapport à tout ce qu'elle doit subir ou accepter au détriment de tout ce qu'il faut en fait dans le mariage et tout simplement lui dire il faut accepter pour ne pas partir, il faut accepter pour ne pas divorcer. Ça aussi, c'est un petit peu trop de pression, ça peut exploser à un moment ou à un autre. Et par rapport à l'homme, je reviens encore, ils ne sont pas préparés. Tu ne peux pas continuer ta vie de célibat. Étant un homme marié, c'est assez compliqué. Voilà. D'accord, merci, merci beaucoup, Madame Maïga. Monsieur Maïga. Alors, moi, je vais peut-être vous étonner parce que je vais aller dans le même sens que ma sœur. Je souscris sans réserve à ce qu'elle a dit. Lorsqu'elle parle de préparation, je vais essayer d'ajouter des éléments un peu plus éclairés. Je pense qu'on n'est pas prêts, nous les hommes comme les femmes. Quand je dis ça, je vais tout simplement dire qu'en fait, il y a certaines bases qu'on doit avoir. On doit se développer spirituellement, mentalement et physiquement. Vous savez pourquoi? Parce que le mariage, c'est l'une des épreuves les plus dures de la vie d'un homme et d'une femme. D'accord? Et ensuite, pour revenir à ce qu'elle a dit par rapport au mariage communautaire, tout à l'heure, j'en discutais en off avec... avant, ça se faisait beaucoup. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle le Mali d'avant-hier ne connaissait pas un taux aussi élevé. Parce que chaque famille, les deux acteurs du mariage, l'homme et la femme, étaient les ambassadeurs des deux familles. Donc, on arrivait toujours à trouver un compromis, quelles que soient les difficultés. Et généralement, les jeunes, on a une fausse définition du bonheur dans le mariage. On pense que dans le mariage, le bonheur, c'est un état continuel qui doit être là tout le temps. Je pense qu'on a une mauvaise perception de cela. Parce qu'en fait, le bonheur, en réalité, le bonheur est issu d'un combat, c'est issu des épreuves surmontées. C'est lorsqu'on surmonte des épreuves ensemble que le bonheur se crée. Le bonheur n'est pas dans les épreuves évitées. Et j'aimerais également rajouter un point sur la carence de préparation des jeunes. On se marie en se basant sur des critères, peut-être physiques ou autres, on va savoir. Mais je pense que l'homme ou la femme, on doit chercher de l'amitié chez la femme, et la femme également doit chercher de l'amitié en l'homme, d'accord? Parce que tout ce qui est physique sur le temps est amené à se détériorer. Ce qui va rester, c'est le moment avec ta femme, le plaisir que vous avez tous les deux de discuter, le plaisir que vous avez d'apprécier la maison, d'apprécier les enfants ou d'apprécier les souvenirs des enfants, parler des enfants. C'est ça qui va rester sur le long terme. C'est ce qu'on appelle en psychologie des moments alégiaques. Nous, les jeunes, on se trompe et on embrasse le contraire de l'alégiaque qui est l'orgiaque, tout ce qui est luxure, tout ce qui est physique. Les jeunes d'aujourd'hui, je pense, pour raviver la flamme de leur couple, qu'est-ce qu'ils veulent ou qu'est-ce qu'ils font? Soit ils achètent des lingeries pour la femme, etc. Ils font voilà. Ça, c'est la pire erreur qu'on puisse commettre. Parce que c'est le contraire de l'amour. Comme je disais tantôt, l'amour, c'est quand on s'oublie, quand on n'existe plus. D'accord? Il y a des hommes qui, pour témoigner de leur amour, sont restés avec leurs femmes, quand bien même qu'elles aient eu le corps brûlé. Ça, c'est notre niveau d'amour. Ça va au-delà du matériel, ça va au-delà du physique. D'accord? Merci beaucoup, Monsieur Maïga. Merci beaucoup. Est-ce que Kadiatou est d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Maïga? Bon, en tout cas, j'ai un avis sur la position. Je dirais que s'il y a autant de divorces maintenant, c'est, comme ils l'ont dit, il y a beaucoup de raisons. Mais moi, je pense que c'est parce que les gens se marient pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que depuis que le mariage est devenu une fin en soi, les gens se marient par plaisir, ou ils se marient pour faire plaisir aux gens autour d'eux, ou ils se marient pour la cérémonie du mariage.
Ils se marient pour les baby showers, ils se marient pour les shootings avant mariage, ils se marient pour les dîners et pour la quantité d'argent qu'on va distribuer pendant leur mariage, pour les uniformes, etc. Et je pense que depuis que c'est devenu une tendance de se marier, depuis que c'est devenu la mode de se marier, le mariage a perdu en valeur. Et à partir du moment où ça perd en valeur, depuis la base, depuis le soubassement, si ça ne va pas, si ce n'est pas solide, si c'est basé sur quelque chose de futile, quelque chose d'éphémère, sur le long terme, ça ne peut pas marcher. Donc je pense que les gens se marient pour les mauvaises raisons. Et cela peut prouver pourquoi il y a autant de divorces maintenant. Donc je vais laisser Tonton Sango parler. D'accord. Merci beaucoup, Kediatou. Tonton Sango, les facteurs sociaux moi, je suis et culturels... très content et très heureux de constater une tendance, une forme de prise de conscience de la jeunesse par rapport à leur avenir de mariage. Ils réalisent admirablement qu'il y a le futile avant l'utile. J'ai discuté en off avec eux. Il y a des causes endogènes et des causes exogènes. Hier, le mariage était une affaire de deux familles pour leur union, pour le renforcement de leurs relations, etc., pour renforcer la fraternité et l'union. Ce que Mme Maïga a appelé les trucs communautaires. On se marie dans la famille, à ses cousins, à ses cousines, à ses proches, etc., etc. Ça fait que la société qui organise ce mariage-là a un arsenal de dispositifs pour protéger et accompagner le couple. J'en discutais avec les jeunes. On apprend, la société traditionnelle africaine est la société qui fait la plus grosse part à la femme, mais elle ne le dit pas. Il y a une éducation de bout en bout. On apprend à la femme à connaître son corps, à gérer son foyer, à faire la cuisine, à tenir le ménage, mais silence. Et l'homme aussi, comme elle l'a tantôt dit, en tout cas moi je suis Soraï, nous les hommes, on nous dit c'est que le mariage et qu'est-ce qu'il faut faire de la femme. Il y a des fondamentaux. Un jeune Soraï, on te dit qu'on ne bat pas une femme, on ne l'insulte pas, on ne l'indigne pas. Une femme, il va néguer. Tu la casole. On est né, on a grandi avec. Dès que certains équilibres sont rompus, ça ne va plus. Donc la société traditionnelle se mariait sur des valeurs sociétales cardinales. Nous on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes dignités, on échange nos valeurs, on renforce. Les jeunes sont partis boire des outre-mer à des modèles où le mariage est devenu une affaire d'individus. Je vois une fille, je l'aime parce qu'elle a tel attribut, mais la qualité qu'elle te montre n'est pas le vrai visage parce qu'elle a son intérêt aussi à être épousée. Donc, le phare qu'elle porte est assez attrayant. Tu te maries à une femme pas avec le consentement de tes parents, mais tu amènes la femme chez tes parents pour dire c'est celle-là que j'aime. Parce que la société traditionnelle a perdu économiquement son pouvoir économique. Sinon, hier, on ne te posait pas de questions pour savoir qui tu veux épouser. C'est le conseil de famille qui choisit ta femme. On supporte toutes les charges et on te donne du vivre pour 1 an ou pour 6 mois. Tu as tout à ta disposition. Aujourd'hui, cette société a perdu son pouvoir économique. C'est les jeunes qui travaillent et aujourd'hui, celui qui paye, c'est lui qui commande. Même dans la famille, il y a eu ce déséquilibre-là. Quand, excusez-moi parce que c'est la tendance, pour marier une femme, vous la connaissez déjà. Vous êtes déjà sortis ensemble.
Et moi, communicateur traditionnel, je suis peut-être parti chercher la main des femmes en mariage 100 fois. 90 fois, on m'a posé la question, avec Mbarala, qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Très difficilement et très rarement, on m'a demandé de quelle famille il est. Très difficilement, on m'a demandé quelle est sa religiosité. Difficilement, on m'a demandé quel est son caractère. Mais la réponse récurrente avait Mbarake. Et la vérité aussi, c'est qu'on ne se marie pas à la personne, mais on se marie à sa situation. Donc j'ai dit qu'il y a des causes endogènes et des causes exogènes. À l'intérieur, vous êtes un couple, vous êtes sortis, vous aspirez à une vie équilibrée, vous aspirez à un épanouissement, vous aspirez à un bonheur nucléaire, nucléique sur vos deux individus et vos prochains enfants. Vous avez très peu souci des parents qui vous ont donné le jour et la famille qui vous a vu naître et grandir. Ce bonheur, vous ne pouvez pas le partager avec eux. Et toutes les filles dans cette situation font tout pour extraire le mari de la grande famille, pour l'amener à côté, pour le terroriser. Quand je dis ça, les autres se mettent... Oui, en vérité, c'est pour le couper de sa base. Et l'homme aussi, à cause des atours du moment et des atours du moment, très souvent joue le jeu. Et les arguments sont nombreux. La belle-mère, elle peut être acariâtre, elle peut être ceci, elle peut être... Les beaux-frères, les kansinamoussou, les co-épouses, les demi-frères, c'est autant de charges et de pressions pour lesquelles vous n'êtes pas préparé en vérité, parce que vous ne venez pas de famille polygame. Mais toutes celles d'entre vous qui viennent de familles polygames ont déjà vécu cette expérience et savent ce que c'est que la grande famille, la grosse marmite pour nourrir les gens. Et les filles n'aiment pas ça. Ça, c'est à l'intérieur. Les petits-enfants vont venir, ça va faire d'autres bobos. À l'extérieur, vous avez des causes exogènes. Vous regardez le téléphone de vos maris, vous fouillez dedans, ça fait histoire. C'est votre civilisation qui a amené ça. Vous avez des mauvaises fréquentations, ton ami, son mari lui a fait une villa, lui a acheté ceci, lui a fait cela, il faut que tu aies la même chose. Vous avez l'influence de la littérature de seconde zone. Vous vous faites une image de la réussite sociale. Avoir ses vacances en Europe. Vous vous faites, alors que ton frère est couché malade à l'hôpital, alors que ta mère est dans le besoin, alors que, donc le bonheur, vous lui avez donné une conception individuelle, là où il est collectif. D'accord. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a les causes endogènes du déséquilibre et les causes exogènes du déséquilibre. Ce n'est toujours pas... C'est une mauvaise lecture. On a superposé deux sociétés qui n'ont pas les mêmes valeurs. L'Europe est une société individuelle, individualiste, où quand les vieilles personnes atteignent un certain âge, on va les jeter à la poubelle. Maison de retraite. Ah, tu peux appeler ça comme ça. Mais moi, j'appelle ça à la poubelle. Parce que c'est inadmissible que monsieur le ministre ait son père dans une maison de retraite. C'est inadmissible en Afrique. Et ici, chez nous, ce que j'ai, mon bonheur, c'est de partager mon repas avec tous mes frères. Mon bonheur en tant que premier fils, c'est de voir ma femme qui reçoit la femme de tous mes jeunes frères. C'est de voir ma femme, la maman de tous les enfants de la famille. C'est de voir que pour faire un événement dans la famille, je réunis tous mes frères, chacun amène ce qu'il peut. Et au nom de la famille. Et le mariage, malheureusement, les mariages les plus réussis sont les mariages allemands. Parce qu'ils ont un créneau. Un mari aveugle et une femme sourde. Le mari n'a rien vu. La femme n'a rien entendu. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, tonton Sango. Rapidement, j'ai une petite question par rapport aux facteurs
sociaux, bien évidemment. Je voudrais bien sûr savoir si souvent la pression de la société qui pousse certaines personnes à aller vers le mariage, par exemple, nous sommes dans une société au Mali, je pense que c'est Madame Mega qui l'a dit, où à un moment donné, on exige presque à la femme de se marier à cause de son âge. Est-ce que cela n'est pas aussi une cause en fait de ces divorces-là? Notre société traditionnelle est très prudente et prévoyante et elle protège la femme contre l'adultère. Systématique. Une femme peut avoir des atouts physiques qui jurent avec son âge. Dès qu'elle sort, elle est obligée de convoitise. Pour la protéger, il faut la loger quelque part. Le sein, premièrement. Deuxièmement, il y a un âge pour se marier. Nous avons laissé notre propre réflexion, notre propre code de conduite pour adopter des idées et des réflexes d'ailleurs. À 14 ans déjà, il y avait 3 ou 4 ou 5 ans, la plus jeune maman du monde était une Chinoise, elle avait 9 ans. D'accord, merci beaucoup, Tonton. Apparemment, Kadia, ce n'est pas d'accord avec ça. Oui. Je ne suis pas d'accord parce que c'est vrai qu'on parle de raison. Les gens se marient pour les mauvaises raisons, pour les bonnes raisons, ok. Mais la dernière fois, on était sur un panel, nous parlions de l'épanouissement des jeunes et on parlait du fait que dans la société, notre société veut qu'une femme accomplie, c'est cette femme-là qui a fini les écoles, ses études, qui a un travail et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Un mari. Il faut un foyer où la mettre dedans. La société nous impose ça maintenant et Tonton Sango vient d'appuyer le sujet. Et malheureusement, moi, je ne suis pas de cet avis parce que je dis qu'une personne, on ne peut pas définir une femme accomplie par le fait qu'elle soit mariée ou pas. Même, vous avez vu que de plus en plus, les gens se font appeler madame, même étant célibataire. Parce qu'on a vu qu'avec il faut obligatoirement trouver un mari pour se faire attribuer le titre de madame. Donc, alors que moi, je suis une intellectuelle, j'ai mon background, j'ai accompli beaucoup de choses. Je ne suis pas obligée d'être mariée à quelqu'un pour qu'on m'accorde le respect d'être une dame. Vous avez vu que c'est un peu frustrant. Donc, la société voudrait nous mettre obligatoirement dans cette case-là. À partir d'un certain âge, on veut nous obliger à rentrer dans un foyer pour après, on sort par la fenêtre. Donc, parce que... Toi. D'accord, oui. Mega, oui, allez-y. Alors, moi, en fait, ce que je voudrais dire suite à ces propos, c'est que chaque société, chaque groupe de personnes appartiennent à une tradition. On appartient à des ancêtres qui nous ont laissé des façons de faire, qui nous ont laissé des procédures. Alors, ce que Tonton essaie de dire tout à l'heure est fort intéressant. Parce que nous, les jeunes, on se retrouve en fait au milieu de deux choses. Notre tradition et l'influence occidentale. Et on se retrouve en fait maintenant avec un modèle de société qui n'est pas le nôtre. Il y a un modèle de société, il y a un modèle de prêt-à-porter sociétal qui nous a été fourni. Ça, c'est dû à, ça c'est notre débat, à l'influence de voilà, la colonisation, voilà, tout ce que vous voulez, l'influence de l'Occident. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il est important de regarder dans notre avant-hier, notre passé, oui. Savoir d'où l'on vient. Oui. Qu'est-ce que nos ancêtres nous ont laissé comme façon de faire. Lorsqu'on sait ça, lorsqu'on connaît son passé, lorsqu'on connaît son histoire, on n'aura pas de problème avec l'influence, avec les façons de faire occidentales. Une femme intellectuelle, c'est tant mieux. Elle va s'occuper des enfants, elle va aider la famille, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quoi qu'il se passe, quel que soit ton degré d'études, quel que soit ton niveau d'éducation, notre société traditionnelle nous dit que la valeur d'une femme, le respect qu'on a accordé à une femme, ce respect te donne lorsque tu as le titre de madame. De madame. Exactement. Lorsque tu es dans un foyer. D'accord. Voilà. Alors, puisque je ne suis pas dans le débat... Attends, je voudrais réagir. Il y a, tu sais ce que je n'aime pas entendre. Elle m'a dit une femme accomplie. Oui. C'est-à-dire une femme intellectuelle qui a son background,
Cela veut dire qu'il a récolté ses diplômes universitaires et qui tient à se faire entendre dans le débat. Oh, Oh, important. pas forcément. Pas forcément, Oui. mais qui tient à se faire respecter en tant que tel. Sans avoir à être la femme de tel ou de tel. Je veux être une femme. D'accord. Ok. Quand tu dis femme, femme veut dire l'épouse d'un homme. Étymologiquement, par définition, quand tu dis femme, tu es l'épouse de quelqu'un. Ok. Et les femmes se sont tellement battues qu'on a enlevé le mot mademoiselle de la langue française. Exactement. Mais comme ce n'est pas su, on continue d'appeler celles qui ne sont pas mariées mademoiselle. Sinon, le mot est sorti. Il est sorti de la langue. On a sorti le mot mademoiselle pour plus de respect. Mais ce respect-là, ça s'impose. Ce respect-là, ce n'est pas conséquent à des diplômes ou à un background. Et puis, une femme épanouie, c'est quoi? Une femme épanouie, c'est la femme qui a atteint l'âge de la maturité et qui sait dans quelle direction elle pagaille. Voilà. Elle n'a pas besoin d'un diplôme. Non. Non, elle n'a vraiment pas besoin de diplôme pour être ce qu'elle est. Elle n'a pas besoin de diplôme pour être une femme. Et mieux que ça, dès que tu es dans cette situation, les hommes ont peur de toi. C'est très dommage. C'est dommage, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Dis que c'est vrai. C'est un constat. Dès que vous récoltez un certain nombre de parchemins, ça va faire... appelez ça même un complexe. Moi, je voudrais faire une petite intervention. S'il vous plaît. Oui. Alors, on va ordonner, oui. D'accord. Jaynaba. En fait, pour juste rebondir sur une toute petite partie de tonton, c'est quand il a dit que la société protégeait la femme contre l'adultère et que dès l'âge de 14 ans ou que la plus jeune maman a 29 ans, je suis contre cette partie, cette idéologie en fait, parce que je me dis que ce n'est pas qu'à la femme de se protéger contre l'adultère. Ça va dans les deux sens. Il faut qu'on apprenne à nos garçons c'est quoi la valeur d'une femme. Il faut qu'on apprenne à nos garçons à se maîtriser. De la même manière où on éduque la femme à ne pas commettre l'adultère, ça doit aller dans le même sens pour le garçon. L'égalité homme-femme, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que je ne suis pas là-dedans. On ne pourra jamais être des égaux et clairement, il y aura toujours une différence entre nous. Mais par contre, si je suis contre quelque chose, c'est vraiment qu'on décide de couvrir la femme pour que l'homme ne la touche pas. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut. Mais par contre, pour presque tout le reste, je suis d'accord avec vous. Parce que quand vous dites, donnez-moi le mot, quand vous dites, par exemple, ce qu'il a dit sur... Décris la situation, on va donner le mot. Quand il parlait du mariage. Je dis beaucoup de choses. Oui, il a dit énormément de choses. Je reviendrai là-dessus. D'accord, il n'y a pas de souci. Tonton Sango, est-ce que vous pensez qu'on doit criminaliser aujourd'hui les divorces dans nos sociétés? Il y a une sourate du Coran qui dit, parmi les choses licites, il y a des choses licites que Dieu même n'aime pas. Pourtant, c'est lui qui l'a créé, il l'a rendu licite. Du point de vue du droit, la rupture, c'est suite à un divorce ou un décès. Oui. Le divorce, Dieu qui a créé le divorce, qui l'a légalisé, lui-même a dit qu'il ne l'aime pas. Hier, dans la société traditionnelle, pour prononcer un divorce, on sortait du village pour aller sous un arbre. Parce que c'est criminel. C'est la rupture d'un contrat social, d'un code. Pour te dire que ce n'est pas moi qui le criminalise. C'est créer des problèmes à l'homme et à la femme. Je vous avais dit que chez nous, en Afrique, on ne connaît pas l'amour. On a quelque chose de plus fort que l'amour, l'habitude de vivre. Quel que soit le sentiment,
antipathique que tu as pour quelqu'un, si tu vois la personne tous les jours, ton sentiment changera. Quel que soit l'amour que tu as pour quelqu'un, si la distance se met entre vous, ça va s'estomper. Ta femme, au début, tu ne la connais pas, tu ne l'avais jamais vue, mais tous les jours, vous êtes ensemble. Progressivement, vous entrez l'un dans l'autre, dans la vie de l'un et de l'autre. C'est ça, cette habitude de vivre que notre société connaît, et non l'amour. Tous les jours, à tout instant, vous parlez, vous discutez, vous vous querellez, vous chamaillez. C'est ça que nous connaissons et c'est ça qui est bon. Donc, quand il y a divorce, le mari devient nostalgique. La femme va avoir un manque à gagner sur toute la ligne. Une femme n'est pas faite pour être chef de famille. Elle n'est pas faite pour ça. Non, naturellement, elle n'est pas faite pour... Non, la femme n'est pas faite pour se débrouiller, pour vivre et se nourrir. Non. Dans la répartition naturelle du travail, on a fait une organisation telle que l'homme fait ça. C'est le travail ardu et dur. Et ça, c'est un travail d'intelligence, de conception, comme la sauce. La sauce. Tu vois, non? C'est ça. Donc, le divorce, ça rend les enfants orphelins. Le divorce, ça éloigne des familles. Le divorce, ça complique les commérages. Donc, je n'ai pas dit que c'est un acte criminel parce que moi-même, j'ai divorcé. J'ai connu ça. Donc, je parle de ce que je sais. Mais c'est toujours regrettable. C'est toujours regrettable. C'est pourquoi nos vieilles personnes réfléchissent par 2 fois avant de choisir. Réfléchissent par 2 fois et il y a beaucoup d'anecdotes sur le caractère. Je rebondis chez toi. On est plus soucieux de protéger la femme que l'homme. C'est un souci. Vous savez, il y a la fragilité humaine. C'est compliqué. C'est plus compliqué chez la femme que chez l'homme. Mais l'homme, on lui dit, hein, l'homme, mais attends là, il y a des incantations, il y a des herbes, il y a des boissons, je ne sais pas, des décoctions. Il y a tout un arsenal de dispositions pour préparer l'homme à sa fonction de mari et de chef de famille. D'accord. Merci beaucoup, Tonton Sango. On va prendre l'avis des autres sur la question. Est-ce que pour vous, c'est criminel de divorcer? Non. Tout ce qui se noue se dénoue, tout ce qui se fait se défait. On ne peut pas incriminer ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais été mariée, mais je peux comprendre que les gens puissent... Quand ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, voilà. Mieux vaut partir que de rester. Finalement, le pire, c'est que le divorce fait des orphelins, mais rester dans un mariage dans lequel on n'est pas comblé, ça peut jouer sur l'épanouissement des enfants, ça peut jouer sur l'éducation des enfants, ça peut jouer sur la manière dont les enfants vont voir le père traiter la mère. Ils vont penser que c'est normal. Du coup, mieux vaut partir quand ça ne va pas que de rester, essayer de fixer quelque chose qui n'est pas fixable. D'accord. On va revenir sur l'impact des divorces sur les enfants. On va y revenir. Oui, Madame Meiga. Si ça ne va pas, il faut partir. Franchement, ne forcez pas. Quand je dis si ça ne va pas, c'est assez profond parce que je me dis que pour arriver à s'asseoir et vouloir séparer 2 familles, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de très dur à supporter, quelque chose de très complexe, quelque chose de très compliqué. Je suis mariée et je me dis que le jour où je vais faire asseoir mon mari pour lui dire « je veux qu'on divorce », c'est que j'aurais réellement supporté et que je suis arrivée à un point où c'est plus possible. Donc, arrivé à ce niveau, il ne faut pas l'incriminer. Il faut juste comprendre que la personne n'arrive plus à supporter. Moi, peut-être pour moi, ça sera facile, même les coups, on va aller plus loin. C'est-à-dire, moi, je peux supporter les coups, pendant que pour l'autre, juste une insulte peut porter préjudice. Donc, l'idéal serait que quand quelqu'un décide de partir, il vaut mieux ne pas le retenir et ne pas le juger, tout simplement.
Voilà. Merci beaucoup, oui, monsieur Alors, Beka. moi, en tant qu'homme de droite, je ne peux pas dire qu'on doit incriminer, parce que le mot incriminer, il est fort et cela implique et appelle à beaucoup d'autres notions. Non, mais je pense que le divorce, c'est une honte. C'est une honte pour les deux familles. Oui, c'est une honte pour les deux familles. C'est des familles qui se déchirent. Donc, c'est des familles qui se déchirent. C'est des enfants qui sont des fois baladés entre les familles qui n'ont pas de repères. Alors, paradoxalement, je parle du droit, mais le droit, justement, offre la possibilité aux gens de partir. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2023, divorcer, c'est un droit pour la femme et l'homme. Si ça ne va pas, il faut partir. Mais je vais juste citer une phrase de Seydou Badian pour accentuer à quel point dans la société traditionnelle le divorce était terrible et c'était une honte. Il disait que divorcer, c'est comme si les deux familles plongeaient leur mère dans l'eau des toilettes. Voilà. Mais pourtant, je ne suis pas, comment je vais dire ça, je ne suis pas une grande religieuse, mais je pense, à ce que je sache, la religion n'interdit pas le divorce. Je pense que Tonton Sango l'a dit également. Mais pourquoi c'est autant honteux alors? Parce qu'en fait, dans la société traditionnelle, comme on l'a dit, le mariage c'était l'union de deux familles ou la consolidation de deux familles. Chaque famille, que ce soit le mari et la femme, ils étaient des différents ambassadeurs. Tu représentais ta famille. L'homme représente sa famille, la femme représente ta famille. Donc tu viens, lorsque ça échoue, c'est comme si les deux familles avaient échoué au niveau de leur éducation. Mais il y a un point à soulever, c'est que généralement, la femme est plus biaisée dans l'histoire que l'homme. À chaque fois, quand on parle de divorce, la femme est plus incriminée que l'homme. De toutes les manières, une femme divorcée est généralement mal vue aux yeux de la société par rapport à un homme. Un homme peut divorcer 4 femmes ou épouser 5 femmes, mais il va continuer à avoir des femmes. Pourtant, exactement, pourtant la femme, à partir d'un divorce, on va forcément dire que c'est elle le problème et tout, et les problèmes vont aller de sa famille. Alors que ou un truc comme ça. Je suis désolé, nous avons des mamans qui ont eu 4 maris, qui se sont mariées 4 fois. Cela veut dire qu'on divorçait 3 fois, au moins. Ou bien leurs maris sont... Non. Je voulais relever que les deux, vous avez parlé en tant que représentante de la société moderne, avec une idée et des conceptions modernes de l'union de deux familles. Quand vous faites tout pour que ça marche, et le jour où tu appelles ton mari pour lui dire il faut qu'on arrête, ça veut dire qu'à titre individuel, vous êtes arrivé au top. Vous ne pouvez plus supporter. Ce que Maïga est en train de dire, c'est que la société traditionnelle est faite ou fait tout pour que vous n'arrivez pas à ça. Parce que ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Il s'agit de famille. Et comme tu aimes citer Seydou Badian, il a dit dans le mariage de Kani que le mariage est trop important pour être réglé par des jeunes qui ne pensent qu'à la cigarette et au bal. Absolument. C'est bien ça la phrase. C'est comme ça il l'a dit. Cela veut dire que c'est extrêmement important. Dès que ces deux personnes qui s'asseyent pour discuter de leur mariage, vous sortez d'un contexte global, familial, communautaire. Cela veut dire que c'est vous deux qui vous êtes choisis. Donc, au moment de la rupture, vous en supportez les conséquences. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a eu 2 sociétés superposées. Je me marie, nous avons les mêmes valeurs positives cardinales, on se marie. 2 familles se rencontrent et se marient, 2 individus se rencontrent et se marient. Donc, vous ne pouvez pas avoir le même traitement des 2 cas. C'est ton mari et toi, vous discutez. Alors qu'on ne discute pas, et puis on lui fait des mises en garde sévères pour dire plus jamais ça. C'est très difficile et très rare. Mais dans votre conception d'intellectuel, on a tous les mêmes diplômes, on a ceci, on a cela, on doit pouvoir se parler et se comprendre. Non. Si je peux un peu rebondir sur ce qu'il a dit. En fait, je pense qu'il faut qu'on recentre, qu'on se reconcentre sur... Voilà, qu'on recadre. On est en train de parler de sujets d'actualité. Dans le présent actuel, certes, on parle de coutumes, de regarder derrière, etc.
Mais le mariage aujourd'hui, tel que nous le connaissons, c'est entre deux personnes. Donc moi, mon débat va dans ce sens-là. Et quand je dis en cas de problème, j'appelle mon mari, jusqu'à preuve du contraire, le mariage aujourd'hui concerne tout d'abord les deux personnes intéressées, le mari et la femme. Donc obligatoirement, s'il y a lieu de parler de divorce, les deux premiers concernés, c'est les deux personnes qui ont contracté le mariage. Et certes, pour ne pas avancer dans le débat, je suis certaine que celles qui sont passées par là, non, ça sera trop privé, on va rester là. Voilà. Pardon, laisse-moi rebondir avant que je ne passe. Tu me donnes encore la preuve que tu es dans une société de consommation individuelle et individualiste. Je suis d'accord. Le mariage, tu ne le perçois maintenant qu'à la dimension de Bamako et de tes amis, de ton milieu. Je suis obligée aujourd'hui de parler de ça. S'il te plaît, moi qui te parle, je suis dans des situations où, chez les Arabes, je viens d'en faire 2 ou 3, le père de la fille et le père de l'homme se sont rencontrés. Ils ont parlé de mariage, ils sont tombés d'accord. On est parti à la mosquée, on a donné la dot, on a appelé le marabout, on a célébré le mariage, c'est réglé. Est-ce que vous savez à quel point ce genre de mariage finissent mal maintenant? Ce que je sais, c'est que tous ces mariages et tous les mariages de cette ethnie que je connais sont faits comme ça. Et l'homme est mort, la femme est devenue veuve, ou la femme est morte, l'homme est devenu veuf. C'est des mariages qui tiennent la route jusqu'à demain parce que c'est leur coutume et leur tradition. D'accord. Merci beaucoup, tonton Sango. En ville, à l'intérieur du pays, on continue de se marier suivant cette raison traditionnelle sur la rencontre de 2 familles et de 2 valeurs. Tonton Sango, on va continuer au risque d'être pris par le temps. Monsieur Maïga, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un divorce en fait sain ne vaut pas mieux qu'un mariage malheureux pour les enfants? Oui, alors, à cette question, il faudrait qu'on mette l'accent sur les 2 conceptions. Si on parle du mariage traditionnel, alors du mariage de ce qui se faisait avant, je pense que voilà, les enfants n'auront pas... En plus, le mariage d'aujourd'hui, en fait. Dans le mariage d'aujourd'hui, chez nous les jeunes, si ça ne va pas, il faut se séparer. Parce qu'il y a une phrase célèbre de Sartre qui dit, Jean-Paul Sartre, qui dit « l'enfance décide ». Ça veut dire que les traumatismes qu'on reçoit pendant son enfance peuvent déterminer le type d'homme ou le type de femme qu'on sera. Donc, au lieu de gâter l'avenir d'un enfant, faire de lui un adulte cassé, si vous ne pouvez pas vous tolérer, si vous ne pouvez pas faire l'effort de conjuguer votre vie ensemble, séparez-vous. Merci beaucoup. D'accord. Au risque de paraître pour l'individualiste du débat, je me dis que si ça ne va pas, il faut partir. Et ça peut tellement jouer sur les enfants qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que toi, mentalement, je reviens un peu sur la société, on va dire qu'on s'est modernisé, mais il y a fort longtemps, on a négligé le mental, c'est-à-dire la santé mentale dans l'éducation des enfants. Ça compte beaucoup. Et toi, en tant que maman, tu es censée être responsable de l'éducation de ton enfant. Tout ce qui est, oui, il faut l'homme aussi, moi, je ne suis pas dedans. Je suis responsable de l'éducation de mon enfant. Et mentalement, si je ne suis pas bien, ça se répercute sur l'enfant. Ça, il n'y a rien à faire. La preuve, aujourd'hui, je suis maman, je travaille. Et les jours où je suis très fatiguée et que mon fils veut jouer avec moi, c'est très compliqué. Je ne suis même pas en mesure de lui apprendre quoi que ce soit parce que mentalement, je suis fatiguée. Et partant de là, je me dis que si ma santé mentale n'est pas bonne, je ne peux pas éduquer mon enfant comme je veux, en fait. Donc, partant de là, je me dis que si ça ne va pas, je peux partir. Je dois partir. Je dois. Même pour les enfants. Voilà. Oui. Moi, je pense qu'il faut partir parce que on a de plus en plus de grands-enfants mariés. Oui. Des grands-enfants mariés. C'est-à-dire on a des hommes mariés, mais qui sont encore des enfants dans leur tête, dans leur comportement, dans leurs responsabilités. Ce sont des enfants parce qu'ils ont été
dans un conditionnement parce qu'ils ont été dans un foyer où ils ont vu peut-être la figure paternelle agir de telle sorte, où ils ont vu la figure maternelle supporter tout. Du coup, ce qui va faire qu'avec l'âge, ils vont grandir, mais dans la tête, ils vont grandir avec un mauvais comportement, avec une mauvaise vision de la femme, avec une mauvaise notion de comment respecter la femme, comment parler à une femme, comment traiter une femme. Et ils vont aller se retrouver à prendre les enfants d'autrui, à les mettre dans leur foyer pour les maltraiter. Oui. Et ils sont beaucoup comme ça. Oui, ils sont beaucoup comme ça. Et c'est des mariages qui vont finir par le divorce. Ouais. Et sinon, ce sont des gens qui vont maltraiter les femmes et ça va se répercuter sur les enfants, sur leur éducation, sur leur épanouissement, sur leur personnalité, sur leur futur. Donc, quand ça ne va pas, il faut mieux vaut partir que de rester... tout supporter, donner le mauvais exemple à son enfant pour qu'il puisse reproduire la même chose 10 ans ou 15 ans après. Merci beaucoup. Alors moi, je n'ai pas changé. Pour moi, l'enfant ne fait pas partie du mariage. On ne se marie pas pour faire un enfant ou avoir... Il y a la raison fondamentale du mariage qui est différente de ça. J'appartiens à une société où on ne bat pas la femme, on ne l'insulte pas. Alors, ces mauvais clichés dont on parle là, qu'on veut traîner là, chez moi, ça n'existe pas. Les enfants de familles divorcées sont tantôt chez leur père, tantôt chez leur mère. Le nouvel époux de leur maman, c'est qui est leur père. La nouvelle femme de leur père, c'est qui est leur mère. Et il y a des choses et des pratiques qu'on ne peut pas dire ou faire à mon enfant parce qu'il ne vit pas sous mon toit, ou que sa mère ne vit pas sous mon toit, c'est une question essentiellement culturelle. Dans un milieu où on bat la femme, on la maltraite, on l'insulte, on l'indigne, il peut y avoir des crispations avec lesquelles l'enfant mûrit et grandit. Et quand c'est le contraire, ça peut faire épanouissement. Ça peut faire un autre motif. Du reste, l'enfant n'est pas un motif de mariage. On ne se marie pas pour faire des enfants. C'est un souhait, c'est une valeur ajoutée. C'est une plus-value. Quand ça vient, c'est bien. Il faudra le répéter plusieurs fois pour les nouvelles mariées qui se mettent la pression. Non, attends. À travers la société. On a beau être jeune, fort et sain, et ta femme dans les mêmes conditions, vous ne faites pas d'enfants. Et puis ça, la science explique ça très facilement. Beaucoup de choses. On ne se marie pas pour ça. Exemple, Madame Maïga, j'ai des oncles qui ont 80 ans avec leur femme épouse seule. Ils n'ont jamais fait d'enfants, ils n'ont jamais divorcé, ils n'ont jamais fait d'histoire. Ils ont adopté les enfants de leurs frères et sœurs. Et eux-mêmes sont restés équilibrés. D'accord. Alors, je pense que nous tendons vers la fin de cette émission. On va tout de même prendre les derniers mots de nos invités. On va commencer par Madame Maïga. Quand ça ne va pas, il faut partir. C'est tes derniers mots. C'est tout, tu n'ajoutes plus rien. Non. Quand ça ne va pas, il faut partir. Il faut partir. Non, quand ça ne va pas, il faut partir. Commenter? Non. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Bon, quand ça ne va pas, il faut partir. On l'a compris, Madame Maïga. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Maïga. Alors, moi, je dirais que lorsqu'on se marie, le moi et le Dieu disparaît. Deux personnes qui s'unissent donnent naissance à une nouvelle personne qu'on appelle le nous. Donc, qui sache entretenir ce nous-là, qui l'arrose, on dit que l'amour, c'est donner son attention et son temps. Donc, ils donnent leur attention et leur temps à ce nous-là. Et que le mariage, c'est une constitution. Il faut savoir communiquer. Les mots sont très, très importants. Aujourd'hui, je pense que les jeunes sont, parce qu'on parle des jeunes sont en carence de mots. Les jeunes n'ont pas plus de 300 mots dans leur vocabulaire, alors qu'un homme accompli qui tend vers l'excellence doit en avoir de 2500 à 3000 mots. Lorsqu'on n'arrive pas à mettre des mots sur une émotion, on pleure. Quand on est une femme, lorsqu'on n'arrive pas à mettre des mots sur une émotion négative, lorsqu'on est un homme, on se fâche ou on est violent. Donc les mots sont importants, qu'ils apprennent à communiquer et qui surtout qui se développent personnellement, à savoir la spiritualité, l'âme et le corps. Merci beaucoup. La communication et le développement spirituel. Merci beaucoup, Monsieur Maïga, pour les conseils. Kadiatou.
D'accord, donc je vais conclure je vais revenir sur le même point de savoir choisir, de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles vous choisissez de vous marier avec telle ou telle personne. Sachez pourquoi vous vous mariez. Ne vous mariez pas pour la tendance, ne vous mariez pas parce que les autres se sont mariés, ne vous mariez pas parce qu'il est l'âge de vous marier, ne vous mariez pas parce que vous avez les moyens de vous marier. Mariez-vous parce que vous vous sentez prêt, parce que vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un avec laquelle vous avez la même vision, mais surtout, ne vous mariez pas pour la tendance. Sinon, ça ne donnera rien de bon. Donc, je finis sur ça. Merci beaucoup, Kadiatou. Moi, je suis heureux et comblé parce que tout ce que je dois dire est dilué dans les deux propos. On ne se marie pas à une personne, on se marie à une famille qui a des valeurs sociétales cardinales et des vertus. On ne doit pas se marier à la situation économique ou financière. On ne doit pas se marier aux formes physiques. On ne doit pas se marier aux attraits. On doit se marier par conviction et avec l'idée de construire quelque chose de durable et de périn. Et ça, c'est un jeu où tout le monde doit s'impliquer. Je lance un dernier cri de détresse. 1001 garçons veulent se marier, mais les charges que les belles familles imposent sont énormes. Et ils reculent. Et ils mettent du temps à se marier. Revenez à la tendance des Arabes. L'important, c'est la dot. 15 000 francs. Et puis, le reste de ce que vous apportez comme valise, comme uniforme, comme tintamarre, donnez ça aux jeunes couples. D'accord, merci beaucoup. Merci surtout pour vos différentes interventions, aussi pertinentes les unes que les autres. Les débats, je pense bien que les idées aient été divergentes de temps à autre, a été quand même très intéressant. C'est ce qui met donc fin à ce numéro d'EPJM Barreau. Merci à l'équipe technique et à très bientôt pour un nouveau numéro.